12 000 bunkers nazis. 640 km de pièges anti-chars et de forteresses souterraines. C'était un des remparts les plus redoutables d'Europe. Il était destiné à intimider l'ennemi et à protéger le sol sacré de la patrie. Nos forces doivent défendre chaque pouce de terrain. L'ampleur, l'audace et l'arrogance de ce projet ont quelque chose de sidérant. Les Alliés ont bataillé pendant 6 mois pour le franchir. Cet endroit est armé jusqu'aux dents. Et il a causé certains des combats les plus acharnés et les plus meurtriers de toute la Deuxième Guerre mondiale. L'ennemi doit être anéanti. Voici la ligne Siegfried d'Adolf Hitler. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Novembre 1944, 5 mois après le débarquement de Normandie. Les Allemands tentent d'enrayer l'avancée des Alliés en Europe, mais ils doivent battre en retraite et défendre leurs propres frontières. Fritz Tillmans, un jeune soldat allemand de 21 ans, est sur le front pour défendre sa patrie. Sa vie, ainsi que le futur de l'Allemagne nazie, dépendent d'une des mégastructures les plus ambitieuses d'Hitler. Les Alliés l'ont surnommé la ligne Siegfried, mais les Allemands, eux, l'appellent le mur de l'Ouest. Si cette ligne tombe, les Alliés feront un pas décisif vers Berlin et la victoire finale. L'ancien officier d'infanterie Patrick Bory explore ce qui reste des fortifications. La ligne Siegfried est une des lignes de défense les plus complexes jamais construites. Elle est faite de bandes successives qui lui donnent de la profondeur, avec des bunkers de béton, des tranchées étayées de rondins, des forteresses, des centaines de kilomètres de fils barbelés et des milliers de mines. Elle s'étendait du nord au sud de la frontière occidentale de l'Allemagne. Elle était censée rendre le pays imprenable par l'Ouest. L'histoire de la ligne Siegfried commence en 1936, quand Hitler effectue une première manœuvre dans le but ultime de dominer le monde. Au mépris total du traité de Versailles signé à la fin de la Première Guerre mondiale, il stationne des troupes en Rhénanie. Les Alliés ont banni l'armée allemande de cette zone industrielle frontalière pour désamorcer tout nouveau conflit. Le plan d'Hitler repose sur la remilitarisation de la Rhénanie et sur la construction d'ouvrages défensifs de grande ampleur. Hitler veut absolument protéger sa frontière occidentale, car il a de grands projets d'expansion pour l'Allemagne. Mais pour lui, l'expansion se fera vers l'Est. Le destin de l'Allemagne, selon Hitler, est d'étendre son territoire. Et c'est ce qu'il veut faire en Pologne ou en Ukraine. Le fait de consolider sa frontière à l'ouest lui permet d'avancer vers l'est sans avoir à craindre d'attaques des puissances occidentales. Hitler lance la construction d'une série de fortifications qui couvriront plus de 600 km le long de la frontière occidentale de l'Allemagne. C'est un système intégré de pièges anti-chars, de mines antipersonnelles, de tranchées, de casemates et de centres de commandement souterrains.
La ligne Siegfried est ce que l'on appelle une ligne de défense en profondeur. Ce n'est pas une simple ligne de fortification, ce n'est pas une simple ligne de tranchée, c'est un système intégré de différentes zones défensives. La manière dont les obstacles et les zones défensives sont structurées force l'ennemi à se diriger vers des zones pré-planifiées où il pourra être éliminé. Alors que les assaillants s'enfoncent dans ce véritable labyrinthe défensif, ils sont coupés du soutien de leur artillerie et de leurs blindés. Exposés et isolés, ils deviennent dès lors des proies faciles. Hitler fait de la ligne Siegfried une priorité nationale. Et en mai 1938, il charge l'ingénieur Fritz Todt de superviser les travaux. Modeste et discret, Todt est loin de l'archétype du nazi. Mais il a créé le célèbre réseau autoroutier allemand et il est capable de mener à bien des projets de grande ampleur. C'est exactement ce que veut Hitler pour la défense du Troisième Reich. Mein Führer, les fortifications seront achevées avant le début de l'hiver, y compris le blindage et les ouvrages de béton supplémentaires que vous avez ordonnés. 287 000 ouvriers de notre seule organisation sont déjà affectés à ce projet. Parfait. Hitler veut que la ligne fortifiée soit prête en 4 mois seulement, car il a prévu d'envahir la Tchécoslovaquie en octobre 1938. Todt a un accès illimité à toutes les ressources du pays. Todt met les bouchées doubles. Tous les autres projets de construction majeurs du Reich sont suspendus. Un nombre énorme d'ouvriers et presque tous les ingénieurs en travaux publics du pays sont affectés à la ligne Siegfried. Sous la direction de Todt, la construction avance à une allure rapide. La ligne Siegfried est un projet incroyablement ambitieux. La quantité de béton et la quantité de main-d'œuvre utilisée, le coût total du projet, tout cela est véritablement phénoménal. Jamais rien de tel n'a été bâti dans toute l'histoire de l'Allemagne. Tony Pollard est un archéologue spécialiste des champs de bataille. Il est dans l'ouest de l'Allemagne, près de la frontière belge, et tente de mieux comprendre comment Fritz Todt a réalisé la ligne Siegfried. En voyant cette haie, on a l'impression d'être à la lisière de n'importe quel champ dans un beau paysage agricole vallonné. Mais quand on s'approche, on tombe sur d'énormes blocs de béton qu'on appelle des dents de dragon. Ce sont des obstacles anti-chars qui sont un des éléments caractéristiques de la ligne Siegfried. En avançant, le char se retrouve coincé sur les dents de dragon. La caisse du véhicule est exposée et vulnérable aux engins explosifs. Cette dent endommagée nous permet de voir comment elle a été construite. On montait un moule en bois, on y plaçait les tiges de métal, puis on coulait du béton. Il y a des milliers de dents comme celle-là. C'était une entreprise colossale. Pour couvrir 1 kilomètre de dents de dragon, il fallait 193 tonnes de fer et 5500 mètres cubes de béton. Mais les dents de dragon ne sont qu'un amuse-gueule. Hitler ordonne aussi la construction de 10 000 bunkers. La ligne Siegfried est extraordinairement ambitieuse. L'ampleur, l'audace et l'arrogance de ce projet ont quelque chose de sidérant. Les bunkers de la ligne Siegfried sont de taille et de style variés. Il y a de simples abris de béton ou des casemates à mitrailleuses, mais aussi d'énormes forteresses souterraines hautement sophistiquées, les bunkers Bewerk. La ligne Siegfried est constituée de très nombreux ouvrages, notamment les impressionnants bunkers Bewerk souterrains. Voici l'un d'eux, la tête de chat. Presque invisible au niveau du sol,
le bunker de la tête de chat est un des ouvrages de défense les plus complexes et les plus imposants jamais construits par les nazis. C'est l'un des 32 centres de commandement disposés stratégiquement le long de la frontière allemande. Ce repère souterrain tentaculaire s'étend sur 4 niveaux. Il permet à 80 hommes d'évoluer en totale autarcie pendant 30 jours. Ici, il y avait une tourelle d'acier de 30 cm d'épaisseur avec des mitrailleuses jumelées à l'intérieur. La tourelle pouvait pivoter sur 360 degrés. Quand on est ici, on a vraiment un panorama imprenable. On peut mitrailler toute la vallée. Et ce n'est pas le seul type d'armement qu'on trouvait dans les bunkers. Là-bas, il y avait un lance-flamme, un Flammenwerfer, comme on dit en allemand, qui avait une portée de 80 mètres, là encore sur 360 degrés. Cet endroit est armé jusqu'aux dents. Mais ce bunker fait aussi appel à des techniques ancestrales. Oh, regardez ça. Il y avait une trappe ici, qui était rabattue en temps normal. Mais en cas d'attaque, on soulevait la trappe, et si les assaillants réussissaient à franchir la porte, ils tombaient dans la fosse. Hitler suit de près la construction de la ligne Siegfried. Il met en scène ses fréquentes visites avec le plus grand soin. Il projette l'image d'une Allemagne nazie transformée en forteresse inexpugnable. La ligne Siegfried est un outil de propagande important pour Hitler. Elle démontre les capacités de l'Allemagne sur le plan de la main-d'œuvre, des ressources et de la puissance militaire. C'est un coup de semonce pour l'Occident. En visite sur le site, Hitler déclare « Je suis le plus grand bâtisseur de fortifications de tous les temps ». Mars 1939. Hitler annexe la Tchécoslovaquie. Soucieuse d'éviter une nouvelle guerre et impressionnée par les ouvrages de défense allemands, la Grande-Bretagne et la France choisissent de ne pas intervenir. La ligne Siegfried va continuer à jouer un rôle crucial dans les projets de conquête d'Hitler. Une fois sa frontière occidentale en sécurité derrière des milliers de bunkers et de casemates, Hitler se tourne vers l'Est, vers la Pologne. Au début du mois de septembre 1939, la ligne Siegfried est pratiquement achevée. C'est un énorme soulagement pour Hitler, qui brûle d'envahir la Pologne, ce qu'il a fait le 1er septembre 1939. La Pologne est envahie en 4 semaines à peine. La ligne Siegfried devient alors la ligne de front pour une expansion vers l'ouest. Une fois la Pologne sous contrôle, Hitler se tourne vers l'ouest. Le 10 mai 1940, il envahit la Belgique, les Pays-Bas et la France. À l'époque, la France est une des plus grandes puissances militaires du monde. Mais les 3 pays tombent en moins de 6 semaines. À l'été 40, l'Allemagne nazie a doublé de superficie. À l'ouest, le Troisième Reich s'étend désormais jusqu'à l'océan Atlantique. À la suite de ces victoires, le front de l'Ouest n'est plus à la frontière allemande, mais sur les côtes de l'Atlantique. Ça veut dire que tout à coup, la ligne Siegfried ne sert plus à rien. Mais en décembre 41, tout change à nouveau. Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Sa frontière occidentale, le long des côtes françaises, est à nouveau menacée d'invasion. Hitler ordonne que la ligne Siegfried soit démantelée pour renforcer le mur de l'Atlantique.
Ils enlèvent les portes, ils enlèvent les systèmes de ventilation. Regardez, cette énorme porte blindée a été arrachée pour être recyclée. Les supports des mitrailleuses aussi, tout ce qui pouvait servir. Tout a été expédié sur le mur de l'Atlantique. Mais le problème, c'est que ça affaiblit la ligne Siegfried. L'armée allemande abandonne les blocos, les dents de dragon et les tranchées de la ligne Siegfried. Cette redoutable structure est maintenant à l'abandon. La guerre a pris une dimension mondiale. Des centaines de milliers de jeunes Allemands sont appelés dans la Wehrmacht. Fritz Tillmans est l'un d'eux. Il a raconté sa guerre dans ses mémoires. Le 13 avril 1942, j'ai été appelé dans la Wehrmacht. Fritz Tillmans, à vos ordres. Après seulement 12 semaines de classe, j'ai été envoyé sur le front de l'Est construire des positions défensives contre les Russes. c'est bon. Merci. Je l'ignorais à l'époque, mais cette expérience m'a été d'un grand secours lorsque j'ai servi sur la ligne Siegfried. Alors que la guerre fait rage, la ligne Siegfried est presque oubliée. Jusqu'au débarquement. Le 6 juin 1944, 160 000 soldats alliés débarquent sur les plages de Normandie et franchissent le mur de l'Atlantique. Hitler a commis une erreur funeste. C'est très bien de dépouiller la ligne Siegfried si on n'en a plus jamais besoin. Mais comme les Alliés ont franchi le mur de l'Atlantique, les Allemands doivent battre en retraite et se réfugier derrière la ligne Siegfried, qui n'est guère plus qu'une coquille vide. Et de plus, beaucoup de ce dont ils auraient besoin a disparu à jamais. Le front de l'Ouest doit être consolidé immédiatement. Je veux un rapport immédiat sur l'organisation de la main-d'œuvre et sur l'avancement des travaux. Nos forces doivent défendre chaque pouce de terrain contre l'ennemi. C'est un ordre. Les nazis se hâtent de renforcer la ligne Siegfried. Hitler fait également appel à son meilleur stratège défensif, le feldmaréchal Walter Model. C'est un chef impitoyable, peu aimé des officiers sous ses ordres, mais apprécié des soldats. Il le surnomme le cochon sur le front, parce qu'il rend souvent visite aux soldats sur le front et qu'il prend les mêmes risques qu'eux. Il a d'ailleurs mené plusieurs assauts lui-même, le pistolet au poing. Son agressivité et son manque de finesse plaisent particulièrement à Hitler. Le 15 août 1944, Hitler convoque Model à son quartier général. Ah, mon général préféré. Ah, il est là. J'ai quelque chose pour vous. Vous me défendez comme un lion. C'est pour avoir redressé la situation sur le front polonais. Après avoir décoré Model, Hitler révèle son plan. J'ai une nouvelle mission pour vous. Oui, mein Führer. Vous allez prendre le commandement des forces de l'Ouest à effet immédiat. La défense de la frontière occidentale de la patrie est entre vos mains. Herr Général. Sous le commandement de Walter Model, l'effort de guerre allemand dans l'ouest du pays se concentre sur la ligne Siegfried. Après le débarquement sur les plages normandes, les Britanniques poursuivent vers le nord le long de la côte pour libérer la Belgique et les Pays-Bas, tandis que les Américains se dirigent droit sur la ligne Siegfried pour frapper au cœur de l'Allemagne. Model attend les Américains là où une attaque est la plus probable. Tout va bien, soldat? À la trouée d'Aix-la-Chapelle. Magnifique. Cette trouée est un étroit corridor entre la ville d'Aix-la-Chapelle et l'épaisse forêt de Hürtgen.
Historiquement, de nombreux envahisseurs ont emprunté cette route qui mène droit vers la vallée de la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne. Riche en charbon, en acier et en fer, la Ruhr est une position tactique cruciale. Les Allemands doivent absolument préserver les industries de la Ruhr. Si les Américains s'en emparent, la guerre est perdue. En réalité, Model est chargé de sauver l'Allemagne. Model est ravi de ce qu'il trouve. Voilà. Cette position est fantastique. Les bunkers et la densité de la forêt autour d'Aix-la-Chapelle poseront des problèmes majeurs aux Américains. Il reste des vestiges de ces fortifications dans les forêts de l'ouest de l'Allemagne. Dans la forêt de Hürtgen, Hitler a préparé un cauchemar pour les Alliés. Ce bunker en ruine a l'air de rien, mais il y a 70 ans, c'était une position très difficile à prendre pour les Alliés, et elle leur a causé beaucoup de pertes. Des bunkers et des casemates comme celle-ci formaient le cœur de la ligne Siegfried. Ce bunker était flanqué de deux autres, à 200 mètres par là et à 200 mètres par là. Ces trois bunkers étaient donc reliés, pour se soutenir mutuellement. Voici l'un des 3500 bunkers de type 10 que Model a fait renforcer. On a ici une ouverture, où les nazis pouvaient placer une mitrailleuse, ou même une arme de plus gros calibre pour tirer sur les assaillants. Voici le conduit d'entrée d'air. Il était vital de protéger le bâtiment contre une attaque au gaz. On entre par ici. Il y avait une porte très lourde, de plusieurs centimètres d'épaisseur, qui se refermait hermétiquement pour empêcher l'air d'entrer. Les hommes de Model creusent des tranchées en prévision de l'assaut. Parmi eux se trouve le soldat Fritz Tillmans, qui sort d'une campagne éprouvante sur le front de l'Est. En 1944, il y avait un grand besoin de soldats expérimentés sur le front de l'Ouest. J'avais combattu en Russie, mais j'avais été blessé par un éclat d'obus. Dès ma sortie de l'hôpital, j'ai été remobilisé et envoyé dans la forêt de Hürtgen. Cinq ans après son achèvement, la ligne Siegfried, si chère à Hitler, va enfin connaître son baptême du feu. Le 2 octobre 1944, les troupes américaines lancent l'assaut au nord de la ville d'Aix-la-Chapelle. Après leur victoire en Normandie, les Américains croient affronter une armée diminuée et démoralisée. À ce stade de la guerre, les Alliés ont la supériorité numérique sur les Allemands. Ils ont la supériorité aérienne, ils ont plus d'hommes sur le terrain et surtout, ils ont 10 fois plus de chars. Tout ce dont les Allemands disposent, c'est la ligne Siegfried. Il devient très vite clair qu'Aix-la-Chapelle est un important foyer de résistance allemande. Les Américains n'ont pas le choix. Ils doivent prendre la ville. Leur stratégie est une double attaque contre la ligne Siegfried, au nord et au sud de la ville. Une fois cette dernière encerclée, ils pourront la réduire en poussière à coups d'obus. Aix-la-Chapelle serait alors la première grande ville allemande à tomber. Mais les nazis ont soigneusement protégé cette ville stratégique. Il y a des dents de dragon, des bunkers fortifiés et des obstacles anti-chars encore plus imposants. Regardez. C'est un mur anti-char qui faisait partie de la ligne Siegfried. Il est beaucoup plus grand que les dents de dragon. Quand on recule, on voit qu'il est à la base d'une colline. Et ce qu'il fait, avec une grande économie de moyens, c'est qu'il rend cette colline quasiment imprenable.
C'est une utilisation très intelligente du relief, qui permet de bloquer l'avancée ennemie à des endroits importants sur le plan tactique. Ce mur est au pied de la colline, et il empêche complètement de la gravir. C'est une structure très impressionnante. Après 3 semaines de combats acharnés, les Américains ont enfin franchi les défenses anti-chars. Ils sont sur le point d'encercler Aix-la-Chapelle. Model doit agir vite pour sauver la ville. Il faut les empêcher d'encercler Aix-la-Chapelle. J'arrive d'Aix-la-Chapelle. Le Führer a ordonné de ne pas céder 1 pouce de terrain. Ces ordres sont sacrés. Luttez jusqu'au dernier et, s'il le faut, mourrez au milieu des ruines. Envoyez la 116e division de Panzer et la 3e division d'infanterie motorisée. À vos ordres, maréchal. Model a été surnommé le pompier du Führer. C'est vers lui qu'Hitler se tourne dans les situations désespérées. Mais même son expertise tactique ne peut rien contre la puissance de feu américaine. Model n'a pas assez de blindés pour repousser la grande offensive américaine. Les Américains disposent d'un tel avantage en termes de blindés et de puissance de feu que Model ne peut rien faire. Le 11 octobre, Aix-la-Chapelle connaît l'enfer. En moins d'1 heure, l'artillerie américaine envoie 5000 obus sur la ville et l'aviation lâche 60 tonnes de bombes. Les Américains pénètrent enfin dans Aix-la-Chapelle. Pour la première fois de la guerre, les nazis doivent combattre dans une grande ville allemande. Les Allemands connaissaient la ville comme leur poche. Et ils ont utilisé toutes les formes de défense qu'elle a à offrir. Ils ont transformé les caves en bunkers et ils prenaient les Américains à revers quand ils passaient dans une rue. Les Américains devaient riposter à la grenade et au lance-flammes. Imaginez ce que ces types ont subi là-dedans. Les Allemands se cachaient dans les égouts. Les Américains ont dû barrer les bouches d'égouts. Les Allemands ont placé des snipers sur les toits et même fait monter des pièces d'artillerie en haut des immeubles pour arroser les Américains. Ils leur ont vraiment mené la vie dure. Ces combats d'une rare violence font de nombreuses victimes. Plus de 10 000 soldats américains et allemands sont tués, blessés ou portés disparus. Le centre historique d'Aix-la-Chapelle est détruit à 80%. Les forces américaines ont effectué une percée dans la ligne Siegfried et conquis leur première ville allemande. Mais la lutte pour la ligne Siegfried est loin d'être terminée. Les Américains réussissent à s'emparer d'Aix-la-Chapelle après un assaut prolongé et une guérilla urbaine meurtrière. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Ils doivent maintenant traverser la forêt de Hürtgen. C'est une zone de défense complexe où ils n'ont plus l'avantage. Les Américains tombent droit dans le piège que leur a tendu Model. La forêt de Hürtgen. Le 2 novembre 1944, les troupes américaines sont dans la forêt qui borde Aix-la-Chapelle. Model prépare ses hommes. Après la chute d'Aix-la-Chapelle, la partie semble perdue. Mais Model a bâti sa réputation sur d'imprévisibles retournements de situation. Chacun doit bien comprendre la gravité de la situation. Ce moment suffira à distinguer les vrais hommes des incapables. Chaque soldat porte la même responsabilité. Si un homme tombe, un autre doit être prêt
à prendre sa place. La bataille qui s'engage dans la forêt de Hurtgen convient parfaitement à Model. Non seulement il dispose des bunkers, des mines et des nids de mitrailleuses, mais il profite aussi de la protection naturelle des bois. Les deux grandes sources de la puissance de feu américaine, les chars et l'aviation, sont tout simplement inutilisables dans la forêt de Hurtgen. Les arbres sont beaucoup trop denses. Le relief accidenté de la forêt de Hurtgen nivelle les forces et permet aux Allemands de rivaliser avec la puissance militaire américaine. Préparez-vous les gars. Hans, tu es prêt? Fritz Tillmans se souvient du début de la bataille. La mission de notre unité était de défendre le village de Schmidt, une position cruciale pour notre ravitaillement. On voyait les Américains de l'autre côté de la vallée qui tentaient de nous attaquer avec leurs chars et leur infanterie. Ils étaient incroyablement nombreux. On n'en croyait pas nos yeux. Des hommes comme Fritz Tillmans et son unité auraient été retranchés dans ce genre de zone. Ça pourrait bien être un poste de combat, ça. Si on se penche, on voit que ça aurait fait un très bon emplacement pour une mitrailleuse. On voit par-delà le haut de la colline. On peut soutenir d'autres positions là-bas et là-bas. Et surtout, il y avait un grand bunker sur cette colline. On a vraiment affaire à un système de défense intégré, conçu pour ralentir au maximum la progression des Alliés. Il pleut, il fait froid, les combats sont acharnés. 2 régiments américains sont complètement anéantis. Les GIs surnomment cette forêt touffue l'usine de la mort. Tous les 15 jours, une nouvelle vague de troupes américaines est lancée contre la ligne Siegfried, mais en vain. Un, deux. On dirait des trous de tirailleurs creusés par les Américains. Il y en a pas mal. Ce sont des abris rudimentaires qui ont été creusés par l'infanterie. Face aux énormes ouvrages de béton de la ligne Siegfried, tout ce que ces pauvres fantassins pouvaient faire, c'était creuser un trou avec leurs petites pelles. La tactique de Model fonctionne. Mais contenir les Américains ne lui suffit pas. Il veut les anéantir. Envoyez immédiatement le régiment Wegolin sur le front de Hurtgen. J'exige un dévouement total. L'ennemi doit être anéanti. Model est considéré comme un chef impitoyable. Hitler a dit un jour à un de ses officiers d'état-major « J'ai une totale confiance en lui, mais je ne voudrais pas servir sous ses ordres. » Déterminé à changer le cours de la guerre, Model ordonne à ses hommes de chasser les Américains de la forêt de Hurtgen et de l'Allemagne tout entière. « 8 novembre 1944. Le soldat allemand Fritz Tillmans n'a d'autre choix que de quitter la sécurité de la ligne Siegfried et d'entrer dans la mêlée.
La veille, nous avions vu un très grand nombre de GIs en train de creuser. Et nous n'étions que 30 ou 40 hommes, dont très peu étaient des combattants aguerris. J'avais de sérieux doutes sur notre offensive. Elle ressemblait à une mission suicide. Le problème, c'est que les rôles sont renversés. Et attaquer, ce n'est pas la même chose que défendre. Le flanc droit! Sans la protection de la ligne Siegfried, l'unité de Tillmans est vulnérable. Nous avons reçu l'ordre de poursuivre notre attaque sur le flanc droit de la vallée. Les 200 ou 300 premiers mètres se sont bien passés. Mais ensuite, nous avons essuyé le feu ennemi et nous avons subi nos premières pertes. Avancez! Vas-y! Hans, je te couvre! Hans! Tu es touché? Oh non! Fumier! Un de mes meilleurs amis a été gravement blessé. Il est mort peu après au poste de secours. Les Allemands battent rapidement en retraite dans la forêt. La situation est désespérée, les conditions sont effroyables. On sait que les troupes sont de moins en moins performantes, car il y a beaucoup de pertes parmi les sous-officiers, et qu'il y a donc des problèmes d'encadrement. Il y a aussi des problèmes d'approvisionnement. Les munitions commencent à manquer. Il n'y a pas assez d'obus. Et surtout, il n'y a pas assez d'équipements individuels, comme des systèmes de couchage ou des rations. La contre-offensive du Feldmaréchal Model a échoué. Mais la ligne Siegfried tient toujours bon. La bataille de la forêt de Hurtgen est l'une des plus longues et des plus sanglantes que l'armée américaine ait jamais eu à livrer. Mais sans réussir à effectuer une avancée notable. La ligne Siegfried est en grande partie intacte. Les Américains n'ont pas atteint leur objectif. En un peu moins de 5 mois, les Alliés ont libéré près de 600 000 km² en Europe occidentale. Mais la ligne Siegfried leur résiste toujours. La bataille de la forêt de Hurtgen s'achève dans une sorte d'impasse sanglante. Les pertes de chaque côté sont absolument colossales. 30 000 hommes sont tués dans chaque camp. Mais cette impasse a permis à Hitler de gagner un temps précieux. Il a secrètement planifié une grande offensive à une trentaine de kilomètres plus au sud. Ses troupes se mettent en place, prêtes à fondre sur les Alliés. L'homme qu'il met à leur tête est celui qui a si résolument défendu la ligne Siegfried, le Feldmaréchal Model. Le 16 décembre, l'homme providentiel d'Hitler met en œuvre le plan audacieux du Führer. « 250 000 soldats, 2000 pièces d'artillerie et 1 millier de chars attaquent les forces américaines sur une largeur de 120 km. Hitler veut effectuer une percée en Belgique et repousser les Alliés jusqu'à la mer. Cette bataille restera dans l'histoire sous le nom de bataille des Ardennes. Décembre 1944, la contre-attaque allemande dans les Ardennes est le dernier coup de dé d'Hitler. Avec l'irrationalité qui le caractérise, Hitler pense qu'il peut encore gagner la guerre grâce à cette offensive. Il prend les Américains par surprise et il gagne même du terrain dans un premier temps, mais il n'a aucune chance de réussir. Les forces allemandes ne peuvent maintenir leur progression.
Privés de l'avantage défensif que leur offre la forêt de Hürtgen et la ligne Siegfried, les Allemands ne sont pas véritablement en mesure de lancer une attaque. Ils manquent de soutien aérien, d'artillerie et même de carburant. Les renforts américains enrayent rapidement l'avancée des nazis. La tentative désespérée d'Hitler de changer le cours de la guerre échoue en à peine 3 semaines. La grande offensive prévue par Hitler et mise en œuvre par Model n'a été qu'un feu de paille. Les nazis n'ont pas d'autre choix que d'abandonner la ligne Siegfried et de se replier derrière le grand obstacle suivant, le Rhin. Les Alliés lancent une dernière offensive coordonnée sur tous les fronts. Les troupes allemandes battent en retraite et la ligne Siegfried tombe par pans entiers. Non seulement Model n'a plus les moyens de contre-attaquer, mais il ne peut même plus colmater les brèches dans la ligne Siegfried. Il n'a plus assez de chars, plus assez de matériel, plus assez d'hommes. La ligne ne peut plus être défendue et elle devient inutile. C'est une structure vide en pleine forêt. Malgré son armement et sa technologie avancée, le bunker de la tête de chat est conquis en une journée à peine. La raison en est très simple. C'est très bien d'avoir une ligne fortifiée aussi impressionnante que la ligne Siegfried. Mais il faut aussi avoir les hommes pour la défendre. Quand les Alliés franchissent la frontière allemande, la machine militaire nazie est presque à l'arrêt. Elle manque de ressources et de matières premières. La défaite d'Hitler est inévitable. La ligne Siegfried était un excellent réseau défensif, mais elle dépendait des hommes qui la gardaient. Quand ils ont perdu leur combativité, elle est très vite tombée. 6 semaines seulement après la prise de la ligne Siegfried par les Américains, Hitler se suicide et la guerre prend fin peu après. Au cours de leur avancée vers Berlin, les Alliés capturent le soldat Fritz Tillmans. Le Feldmaréchal Model refuse de se rendre aux Britanniques. Quand il apprend qu'il pourrait être condamné pour crime de guerre, il se suicide. Décrite par un officier allié comme le réseau de fortifications le plus solide jamais édifié par la race humaine, la ligne Siegfried a fait 140 000 victimes américaines. Mais au final, c'était un projet trop ambitieux que les forces allemandes ne pouvaient maintenir. Ce qu'il faut savoir sur la ligne Siegfried et sur tant d'autres grands projets nazis, c'est que l'Allemagne manquait de ressources. Il manquait de tout. Ils lançaient donc des projets pharaoniques, mais ils n'avaient ni la main-d'œuvre ni le matériel pour les mener à bien. La ligne Siegfried était un rempart si vaste qu'elle exigeait trop d'hommes pour la défendre efficacement. De nombreux édifices de la ligne Siegfried étaient si solidement bâtis que les Alliés n'ont pas réussi à les démolir. Ils sont les vestiges d'un des plus importants projets de construction jamais entrepris sur le sol allemand. Et ils nous rappellent combien d'hommes ont perdu la vie pour le défendre ou pour le détruire.